Alors, Agathe, Oui, Yann. je pense qu'on est au moins déjà d'accord tous les deux sur le fait que l'IA, en particulier les modèles de langage et tout ce qui découle, tout ce qui en découle là, ils sont apparus dans nos vies et C'est clair. ils vont pas disparaître en fait. On sait certes pas quelle forme ça va avoir à la fin, tout ça, Ils sont pas prêts de disparaître en tout mais cas. on peut être sûr qu'à moins d'une catastrophe, ils sont partis pour rester. D'accord. Depuis lors, depuis qu'ils sont là, depuis qu'on en parle et tout, mais je me pose la question, mais en fait, comment j'en fais un atout pour moi? Comment à partir des compétences, de ce que je fais là en ce moment, de ce que je sais faire là en ce moment, comment je me positionne moi de sorte à être, on va dire, entre griffes, parmi les gagnants à la fin? Lorsque les modèles économiques seront clairs, tout ça, où est-ce que je me positionne? Récemment? Non, en fait, depuis que ça a commencé, là, D'accord. en fait, c'est plus ça avance, parce que ça avance extrêmement vite. Ouais. En fait, la question se fait de plus en plus insistante. Tu as Bien des sûr. éléments de réponse et tout, nanani, nanana. Et là, tu sais quoi? Figure-toi que OpenAI a fait un move dernièrement là, qui Oui. ne répond pas à la question, mais qui confirme un sentiment, une sensation Ouais. que j'avais Oui. déjà. D'accord. Tu vois. Tu mets trop de suspense là. Mhm. Qu'est-ce que OpenAI veut faire? Bah, figurez-vous que OpenAI devient cabinet de conseil. Ah bon? Et depuis quand? Donc, moi qui ai travaillé pendant pas mal de temps là, dans le domaine du conseil, notamment des ESN, qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Que OpenAI va être un de nos concurrents? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Parce que tu m'effraies là tout de suite. Bon. N'ayez pas peur. De toute façon, D'accord. je pense que c'est un business que tous ont partagé, quoi. Ouais. Voilà. Mais quand je dis qu'OpenAI devient cabinet de conseil, déjà, contextualisons un peu. Dis-moi. OpenAI vient là, en fait, de créer une société indépendante. Bon, enfin, dans laquelle ils sont actionnaires majoritaires et tout. Ils ont des partenaires, tout ça. Qu'ils ont appelé OpenAI Deployment Company. D'accord. Donc, Ok. on va dire en français, comme ça, ça va être Société de déploiement d'OpenAI. Voilà. Ok. Ils ont racheté aussi un cabinet Tomorrow, qui s'appelle Tomorrow, qui, on va dire, sont des experts de l'intégration en intelligence artificielle. Ok. Et en fait, ces structures-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Disons, leur mission, en tout cas, ou ce qu'ils vont proposer en fait à leurs clients, Oui. ce sont des ingénieurs, des experts en fait en intégration d'intelligence artificielle qui vont être déployés directement chez les clients. Donc en fait, ils vont copier le modèle ESN finalement. Si tu copies, est-ce qu'ils copient? C'est un modèle qui est là, Oui. ils vont juste l'utiliser, Oui, ils vont l'appliquer. Voilà. Mais en gros, ils vont déployer, on va envoyer ces ingénieurs-là chez les clients, en prestation chez les clients. Ok. Et ces ingénieurs-là auront quoi comme rôle chez les clients finaux? Ça va être de comprendre le métier, Oui. définir, déterminer les cas d'utilisation en fait, de l'intelligence artificielle Oui. et ensuite travailler au déploiement, en tout cas à l'intégration en fait, de l'intelligence artificielle au niveau de l'automatisation des processus métiers en fait, de ces entreprises-là. Ouais. Donc ce sont des gens qui vont venir dans les entreprises pour comprendre où est-ce qu'on peut mettre l'intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches, Oui. déployer et suivre, former les gens, enfin déployer, former les gens, suivre tout ça en fait. Ok, je Tu vois. Ouais. C'est en ça que je dis que ça devient un cabinet de conseil. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus se contenter de dire oui, nous on a ChatGPT, qui est un modèle de langage, qui est en capacité de faire ça. On vous propose de l'utiliser, soit il y a des abonnements, soit il y a les API, vous allez payer au token, ce genre de choses-là. Ils ne vont plus se contenter juste de faire ça, de vous proposer, on va dire quoi, le modèle de langage et tout ce qui est vraiment lié directement à la production de ce modèle de langage et à son utilisation. Ils vont aussi venir chez vous pour vous aider à comprendre comment dans votre métier vous pouvez l'utiliser et vous aider à l'intégrer. C'est en ça que je dis qu'ils deviennent un cabinet de conseil. En gros, ils vont venir vous conseiller sur comment intégrer, déployer et vous aider même à déployer en fait
le système d'intelligence artificielle au cœur de vos processus métiers, en fait. D'accord. Donc, on quitte, en fait, le monde un peu populaire de l'utilisation de ChatGPT et on intègre finalement dans les processus des entreprises. Voilà, on vient au niveau de l'entreprise, tu vois. Waouh, d'accord. Aujourd'hui, tu as un modèle comme Claude Anthropique qui est, on va dire quoi, plutôt populaire au niveau des entreprises, en fait, particulièrement au niveau des développeurs et tout. Et on va dire quoi, ça a été une stratégie d'Anthropique de véritablement miser sur, on va dire quoi, sur vraiment les entreprises, j'ai envie de dire. De miser sur les usages en entreprise de l'intelligence artificielle. D'accord. C'était une orientation C'était une orientation voulue vraiment de leur part. D'accord. OpenAI a vraiment beaucoup été au niveau du grand public. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les a connus, qu'ils ont sorti ChatGPT au début. Maintenant, là, ils reviennent aussi vers les entreprises. Ils reviennent aussi vers les entreprises, vers les déploiements en entreprise. Et il y a ces stratégies-là qu'ils mettent en place. Donc, il faut se dire que si eux, ils le font, les autres aussi pourront le faire. Surtout si ça marche. Voilà, donc Google pourra le faire, Anthropique, Mistral, en tout cas, toutes ces boîtes qui produisent en fait des modèles de langage. Et en quoi est-ce que moi je dis, je trouve que ça me donne une piste sur comment exploiter cette vague-là. C'est de l'intégration en fait, l'intelligence artificielle. Donc concrètement, même les ESN et tout, aujourd'hui, vont commencer à vouloir des ingénieurs en capacité de comprendre, d'analyser, de comprendre les processus métiers des clients et de mettre en place, donc, comme on dit, déployer, intégrer en fait des systèmes d'intelligence artificielle là où il faut. Oui, mais de là, sorte à ce que ça marche. Donc, à la différence justement de OpenAI qui va vouloir faire intégrer sa solution au sein de l'entreprise, l'ESN, en revanche, va pouvoir en fait déployer plusieurs solutions, finalement, les solutions adéquates pour les besoins métiers des clients. Voilà. Donc c'est là qu'ils ont un avantage peut-être concurrentiel. Bon, est-ce qu'ils ont un avantage concurrentiel? Bon, à voir, parce que par exemple, pour un client qui saurait déjà que je veux ChatGPT uniquement, tu vas probablement aller chez OpenAI. Mais une société qui tâtonne un peu, une société qui n'a pas les capacités vraiment d'identifier quel modèle est plus intéressant pour eux, comment le mettre en place et tout. Et bien, c'est là que les ESN là vont se positionner. Exactement. Et c'est aussi là, je me dis que, en fait, en tant qu'ingénieur et tout, c'est là que tu peux te positionner. Plutôt que de rester au niveau du code, tu vois, c'est de devenir en griffe, un peu un IAOps. Quoi. Exactement. Comme DevOps, il y a pu y avoir, c'est toi, en fait, tu viens dans l'entreprise pour faire ce rôle de conseil là. Je comprends. Sur comment on intègre efficacement, de façon efficiente, les systèmes d'intelligence artificielle au cœur du métier, en fait. Tu vois? Donc, de sorte à ce que les processus de l'entreprise continuent de fonctionner, mais peut-être de façon un peu plus rapide, automatiser là où on peut automatiser, là où il faut automatiser, en restant aligné avec les réglementations, bien tout sûr, ça. C'est vraiment à ce niveau-là, quoi. Et pour moi, ça ressemble déjà, et ça va l'être encore plus, c'est ce que je dis, à ce qui s'est passé avec le cloud quand ça est arrivé. C'est que plus ça gagne en popularité et plus c'était intéressant pour les entreprises d'avoir. Il y a plein d'entreprises qui n'avaient pas, qui n'ont toujours aujourd'hui pas forcément les compétences en interne pour identifier les bonnes solutions, bien sûr, savoir où est-ce qu'on met du cloud, où est-ce qu'on n'en met pas, comment on s'en sert, former. Et il y a tout un univers de conseils qui s'est construit autour de ça. Bon, il va y avoir la même chose. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, ces sociétés de conseil-là vont devoir opérer une transformation complète en fait de leur offre finalement. C'est-à-dire qu'au-delà d'assurer peut-être la maintenance, l'infogérance et autres, il va avoir cet aspect-là aussi IA à prendre en compte. Donc c'est-à-dire qu'en interne, des ingénieurs comme toi, par exemple, qui travailleraient en ESN, il faut qu'ils soient en capacité de comprendre l'IA, d'être formés peut-être par ces ESN-là, pour pouvoir anticiper et avoir en fait, un avantage concurrentiel, ou en tout cas être au diapason par rapport
à ces OpenAI qui arrivent là. Oui, tu vois. Et là où pour moi c'est encore plus intéressant, c'est que, tu vois, comme je le disais là, c'est qu'il faut que la personne soit en capacité de comprendre les subtilités, les spécificités des utilisations de ces différents modèles-là, mais qui ne soient pas forcément très éloignés en termes de capacité, mais il y a quand même moyen de savoir qu'est-ce qui est plus performant par rapport à telle ou telle tâche, tu vois. Il y a ça, mais il y a surtout le fait de pouvoir comprendre le métier. Parce que là, en l'occurrence, si tu ne comprends pas le métier, tu ne comprends pas ce que l'entreprise fait, comment elle fonctionne, c'est quoi ses processus, tu ne peux pas vraiment l'automatiser. Ben, c'est marrant ce que tu dis. Et donc, tu vois, typiquement, je me dis, une RH qui se forme et qui comprend comment on peut intégrer, mettre en place, déployer des systèmes d'intelligence artificielle, c'est le rêve, en fait, pour automatiser ce genre de processus. Venir, en fait, parce que ça rejoint un peu ma double casquette, là, tu sais, de qualité. Oui. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait un consultant qualité? C'est identifier les processus au sein de l'entreprise et les rendre efficients pour que l'entreprise fonctionne correctement. Donc, quelqu'un qui un peu RH, qui fait un peu de qualité et qui est en capacité de comprendre le métier et comprendre les processus adéquats, avec cet apport-là de IA, mais la personne a tout gagné, quoi. Exactement, tu vois. Et c'est là où moi je me dis que, est-ce que ça va durer tout le temps? Je ne sais pas. Mais il y a forcément un bon laps de temps. Là, je me dis, facile, 5-10 ans, où cette transformation-là va s'opérer progressivement dans les entreprises. Surtout que l'adoption n'est pas forcément évidente. C'est aussi pour ça que OpenAI crée OpenAI Deployment Company. Tu vois, c'est pour travailler à cette adoption-là, le déploiement, l'intégration des solutions d'intelligence artificielle dans les entreprises. C'est pas quelque chose qui est naturel. Même aujourd'hui, on parle de cloud. C'est pas forcément totalement adopté dans toutes les entreprises. Les grandes, oui, mais il y a encore des entreprises ou des PME et tout, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Donc, pour moi, en fait, là, il y a un créneau qui s'ouvre sur la partie, on va dire quoi, intégration, en fait. Intégration des intelligences artificielles dans les processus métiers des entreprises. Je comprends. Et c'est là où il y a quelque chose qui peut se jouer. Mais où je te rejoins un peu aussi, c'est l'aspect un peu crainte des gens. Parce que toi, tu es ingénieur, tu travailles dans le code. Donc, c'est pas quelque chose qui te fait peur, finalement, de travailler avec l'IA. Mais quelqu'un, par exemple, qui est fonctionnel, qui est dans l'opérationnel, qui n'est pas forcément technique, ben, va lui dire d'aller vers l'IA, là, c'est pas évident. Tu vois, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une appétence technique propre pour pouvoir avoir cet apport-là de processus métier et besoins fonctionnels, où il faut vraiment se dire, bon, ben, il faut que j'ai la logique du code, il faut que j'ai l'appétence technologique. Non, là, en soi, on ne parle pas de code. Okay. C'est ça le truc, en fait. Voilà, c'est bien de le dire. En tout cas, jusqu'à un certain niveau, il ne s'agit pas de venir coder en fait, des agents. Okay. C'est qu'il y a des outils qui sont là. Il y a plein d'outils d'automatisation qui sont là, qui se servent de l'intelligence artificielle et tout. C'est comment déjà même se poser la question avec ce qui est là. D'accord. Comment on l'intègre en fait dans les Donc la nuance, c'est de connaître les outils présents sur le marché. C'est connaître, comprendre, savoir utiliser, savoir configurer les outils qui sont présents sur le marché là. Exactement. Voilà. Après oui, c'est sûr que si tu codes, tu sais coder encore mieux. Un peu. C'est pas plus mal parce que tu pourras aller beaucoup plus loin. Oui. Enfin, dans une certaine mesure. Je comprends. C'est pas forcément tout le temps nécessaire. En tout cas, pour les premiers, les premiers kilomètres là, c'est pas forcément nécessaire de coder. Et c'est là où ça se joue en fait. Donc, pour moi, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se joue là en fait. Et ça se joue dans tous les métiers en fait. Dans tous les métiers. Du tien, mais même une assistante par exemple qui dont le rôle est de suppléer le directeur, si cette assistante là est capable d'automatiser toutes ces tâches, finalement elle va être un apport pour le directeur qui n'a pas forcément le temps de gérer tout ça. Donc au lieu de se faire remplacer peut-être par l'IA. Mais bon, attention, après, ça, les gens te diront, t'as dit automatiser toutes ces tâches. Si on peut automatiser toutes ces tâches, est-ce qu'on a encore besoin de toi? Oui, pour pouvoir les superviser, parce que tu as toujours besoin d'un regard humain.
Ça, on en parlera dans un autre épisode parce que finalement, l'IA n'est peut-être pas totalement une mauvaise nouvelle pour tout le monde. N'est-ce pas? Merci. Même dans l'idée de remplacement et tout là, enfin, avec les réglementations, il y a plein de choses qui arrivent auxquelles il va falloir faire attention. Mais je comprends de ce que toutes tu veux les façons, dire. on en avait déjà parlé, sur tous les métiers, à peu près, en tout cas les métiers en col blanc, ce qu'on dit. Il va avoir une transformation qui sera inévitable en fait. Où est-ce qu'on se situe par rapport à cette transformation-là? Exactement. Moi, c'est un peu là où beaucoup de choses vont se jouer en fait. Donc, si tu n'es pas au niveau de ceux qui produisent les modèles d'intelligence artificielle, dans l'exploitation, en tout cas, je pense que pour quelques années, 5-10 ans, il y a un coup à jouer jusqu'à ce que l'adoption soit, on va dire, plus ou moins complète, que tout le monde comprenne plus ou moins bien. Et là, en ce moment, je pense qu'il y aura encore d'autres transformations. Mais au niveau de l'intégration des intelligences artificielles, des systèmes d'intelligence artificielle, au niveau des processus métiers des entreprises, je pense qu'il y a un coup à jouer là en ce moment. C'est un vrai besoin même des entreprises qui produisent des intelligences artificielles. Bien sûr. Faire adopter ça par les entreprises et les intégrer dans leur travail. Monde, en fait. Ils en ont besoin. Donc, il y a un coup à jouer là. Mais là je vais mettre l'accent sur un point également. Pour avoir longtemps travaillé dans le domaine des ESN, là, je parle encore avec des consultants qui sont au sein de ces structures. Et ce qui m'explique, c'est qu'en fait, il y a un déphasage entre les compétences actuelles et les besoins en fait, du marché, notamment au niveau de l'IA. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre eux se retrouvent en intercontrat, c'est-à-dire qu'ils sont en inactivité, ils sont toujours en CDI au sein de l'entreprise, mais ils sont en inactivité. Et moi, je trouve que c'est dommage de perdre en fait, ce temps-là d'être inactif, au lieu de les former, les faire monter en compétences sur justement cette dimension IA-là, pour opérer cette transformation à venir. Parce que finalement, ils sont en intercontrat, ils ne travaillent pas, et puis bon, le marché avance en fait. Bon, après, moi, je pense que les ESN, là, à un moment ou un autre... c'est dommage. Non. Je pense que tout le monde se pose la même question que moi actuellement. C'est où est-ce qu'on investit du temps, où est-ce qu'on investit de l'argent? Moi, aujourd'hui, c'est beaucoup. Où est-ce que j'investis mon temps? Un peu d'argent aussi, parce que les formations, il faut les payer. Exact. Mais pour les entreprises, les ESN, là, en l'occurrence, c'est où est-ce qu'on va investir, en fait, nos ressources, que ce soit en termes de formation et tout, par rapport à ce qui arrive. Et pour moi, ça, c'est un marché qui existe déjà, mais qui va encore plus s'ouvrir. Exactement. Tu vois, le marché de l'adoption et l'intégration des intelligences artificielles, des modèles de langage, en fait, au cœur des processus métiers des entreprises, c'est un marché qui va s'ouvrir. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que ESN? Pour moi, ils vont, à un moment ou un autre, ils vont de toute façon, ils vont vouloir recruter parce qu'ils auront besoin des compétences, mais ils vont aussi former ceux qui sont déjà en interne pour ça. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ne le font pas? J'imagine c'est que c'est aussi parce que... Par crainte, tu penses? Par crainte, mais pas par crainte en termes de peur de l'IA. C'est plutôt en termes de... On ne sait pas exactement où ça part. Oui, je comprends. En termes de marché. Donc, où est-ce qu'on met nos ressources? Où est-ce qu'on met les thunes? Où est-ce qu'on met l'argent? De sorte à pouvoir en tirer. Il faut se rappeler que ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises capitalistes. Oui, mais il faut prendre des risques aussi. Non, il faut prendre des risques, mais ils cherchent à prendre des risques mesurés. Ceux qui prennent les plus gros risques, souvent, qui ont la facilité à prendre des gros risques, ce sont les startups, les petites entreprises. Tu vois, les grandes entreprises, là, prennent des risques mesurés parce qu'il faut qu'ils fassent des bénéfices. Voilà, ils réfléchissent comme ça. Donc, ils attendent de voir, ou en tout cas d'avoir le bon sentiment de là, en fait, c'est sur tel sujet, c'est sur tel gars qu'il faut mettre les ressources. Et à un moment, ils vont le faire. Mais est-ce que, moi, c'est ça qui m'embête. Est-ce que c'est pas, je reviens sur cette notion de perte de temps là. Est-ce que la phase d'anticipation n'est pas nécessaire? Pourquoi attendre qu'on soit au point mort ou bien... Voilà, que l'action soit inévitable pour pouvoir avancer. Il faut anticiper. Là, c'est parce que, non, c'est pas forcément parce que on aimerait qu'ils fassent ça. Oui, dans une logique. Les entreprises, oui. Mais quand ils ne le font pas, moi, déjà, en fait, il faut que nous-mêmes, en fait, on soit éveillés en se disant que
quelque part, un peu, l'avenir de l'entreprise, ce n'est pas forcément notre avenir à nous. On ne sait même pas si l'entreprise voudra qu'on en fasse partie. Exactement, oui. Donc, déjà, pour moi, ceux qui sont en intercontrat, là, c'est tout à fait malheureux, c'est tout à fait entre griffes. Ce n'est pas un bon terme, mais c'est chiant. Tu vois, mais moi, eux aussi, il faut qu'ils soient éveillés. Enfin, les questions que je me pose, moi, je pense que je suis genre. Je pense que beaucoup de gens se les. Tous, en fait. Bien sûr, je suis d'accord. Et pour moi, les premières formations, là, enfin, faut qu'ils les fassent eux-mêmes de sorte à ce qu'au moment où l'opportunité se présente, ils puissent la saisir. Exactement. En fait, l'anticipation se veut des deux côtés. J'estime, moi, en fait, l'entreprise va anticiper par rapport à ses besoins, par rapport à ses objectifs business. Bien sûr. Pas par rapport à ce que vous voulez avoir comme formation ou ce que vous espérez avoir comme formation pour profiter des opportunités de demain. Il faut s'enlever ça dans la tête, en fait. L'entreprise, peu importe sa bienveillance, va travailler en fonction de où elle veut aller pour demain. Bien sûr. Vous, où est-ce que vous voulez aller pour demain? C'est pas forcément tout le temps évident de répondre à cette question, mais faut chercher des réponses et faire, même si ce sont des petites actions, les faire de sorte à pouvoir se donner une chance de pouvoir saisir l'opportunité au moment où elle se présentera. Faut pas attendre l'entreprise. Ah, clairement. Faut pas attendre l'entreprise. Donc, est-ce qu'il faut essayer d'anticiper? Oui, clairement. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre que ce soit l'entreprise qui anticipe vos formes pour... Évidemment, non. Là, non. À un moment donné, l'entreprise fera un move lorsqu'ils estimeront qu'il y a un coup à jouer pour eux. Bien sûr. Voilà. Et puis, il y a des dispositifs de formation aussi qui existent. Exactement. Donc, pour moi, oui, on veut que les entreprises se comportent d'une certaine façon. Peu importe ce qu'on fera, on ne sera jamais en capacité de faire en sorte qu'ils se comportent comme on souhaiterait totalement. Bien sûr, ils vont toujours faire des choses au moment où ils jugeront opportun pour eux de le faire. Maintenant, nous, il faut se rappeler qu'on est seuls responsables de notre vie. Nous sommes tous des adultes ici. Bien sûr. Et voilà, à partir de ce moment-là, il faut soi-même, en fait, se donner un minimum de moyens de sorte à pouvoir progresser, même quand l'entreprise ne nous fait pas progresser dans la direction dans laquelle on veut. Donc, ce que tu me dis, c'est que en conclusion, on aura le marché des éditeurs d'intelligence artificielle, les ESN et peut-être des éditeurs de logiciels. Et les trois vont se faire... ils vont être en concurrence, finalement. Ou peut-être pas, ou en partenariat, finalement. Bon, il y aura probablement des partenariats. Les éditeurs de logiciels vont sûrement développer des API, des serveurs MCP, de sorte à ce que leur logiciel puisse être utilisé via des modèles de langage, que ce soit ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini, peu importe. Donc, eux, ils vont rendre, en fait, leur logiciel plus performant, AI compatible, en fait. Voilà. Les éditeurs de modèles de langage, donc encore une fois, OpenAI, Google, Anthropic, Mistral, tous ces gens-là, eux vont travailler à maximiser l'adoption de leur système d'intelligence artificielle, non seulement auprès du grand public, mais aussi auprès des entreprises. Donc peut-être que si là, il y a une OpenAI Deployment Company, peut-être qu'il y aura une Anthropic Deployment Company, une Claude, une Mistral. Je ne sais pas est-ce qu'ils vont le faire, mais c'est tout à fait possible. Il y aura les ESN qui vont aujourd'hui peut-être aussi avoir des armées de consultants qui seront des intégrateurs, en fait, qui vont travailler sur les processus métiers des entreprises pour intégrer en fait les systèmes d'intelligence artificielle dedans. La différence entre, par exemple, OpenAI Deployment Company et je sais pas, un cabinet de consultants qui ferait de l'intégration, c'est que le cabinet de consultants, à moins qu'ils aient signé un contrat d'exclusivité avec un éditeur, eux, en fait, ils vont venir en disant nous, en fait, on regarde vraiment vos processus métiers et on vous mettra en place le modèle d'IA, le système IA qui correspond vraiment en fait, à ce que vous faites. En fait, l'ESN va venir un peu en arbitre, en étant neutre. Exactement. Nous, on appartient à personne.
on n'a personne, on privilégie personne par rapport à l'autre. On vient pour votre processus on vient métier, vraiment pour vous. Voilà. On analyse. Exactement. Et en fonction objective des offres qu'il y a sur le marché, on vous propose telle voilà. solution. Et c'est ça qu'ils vont faire. Mais ça peut être une stratégie. Hein. Voilà. Donc, comment ça s'appelle? Mais après aussi, les éditeurs de modèles de langage, là, eux, ils pourront dire que nous, on a le contrôle sur le modèle. Alors, oui, mais vous êtes monoproduit. Oui, on est monoproduit, mais on peut l'adapter exactement à ce que vous voulez. Nous, on a le contrôle, en fait. On n'est pas quelqu'un qui utilise, qui va juste vous mettre en place. Nous, on peut le modeler, tu vois, pour qu'il fonctionne exactement comme il faut pour vous. Oui. Ça aussi, c'est autre chose. Oui, mais peut-être que la fonctionnalité qu'ils ont ne permet pas cela et qu'une autre IA peut... Non, tu me comprends pas. En fait, tu veux dire qu'ils veulent s'adapter, en fait. Tu me comprends. En fait, un cabinet externe viendra, par exemple, dire que, par exemple, ce modèle-là, par rapport à ce que vous faites, l'usage que vous allez en faire, ce modèle-là n'est pas le plus performant. D'accord. Tel autre modèle est plus performant. Ça, donc, je vous recommande celui-là. Voilà, oui. L'éditeur qui vient, lui, d'entreprise, va vous dire, en fait, pour ce que vous faites là, nous, on peut le reconfigurer, le remodeler différemment pour qu'il fasse exactement ce que vous voulez. Est-ce que tu vois? C'est ça, en fait. C'est ça la différence. C'est ça la différence en fait. Donc, c'est tendu. Hein. Bref, il y aura un petit combat entre tout cela. Et puis, vous au milieu qui êtes des experts métiers, tout ça, ayez la compétence d'intégration. Travaillez à avoir cette compétence d'intégration, de compréhension des modèles d'IA parce que justement, vous au milieu, vous pourrez être cet expert-là qui viendra aider les entreprises à faire les bons choix. Bon, dernière question. En tant que ESN, comment tu te démarques là, par rapport à ton argumentaire que tu viens de faire là? Comment tu te démarques par rapport à un OpenAI? Je ne suis pas une ESN, moi. Non, mais objectivement, par rapport à ce que tu dis là. Oui. Quel argument tu peux avoir pour te démarquer? Parce que là, tu viens me dire qu'on peut remodeler, reconfigurer en fait votre besoin. Mais donc, ils peuvent fine. Donc, quel est le rôle là? Ils peuvent te faire un mode, genre, comment dire, ils peuvent te faire un déploiement particulier. Oui. Avec un chat GPT ou un Claude ou un Gemini fine-tuné selon ce que tu fais. En fait, ils ont le contrôle sur le modèle en fait. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec. Et donc de terre à terre, quelle est l'utilité d'une ESN de former justement ses collaborateurs? Le prix? Ouais, peut-être. Peut-être le prix, ouais. Le prix? Peut-être le prix, peut-être la flexibilité. Parce que bon, quand un éditeur de modèle de langage vient, il te reformate le truc comme ça, il te met. C'est un coût. C'est un coût, tu es lié à lui et tout. Les autres, ils pourront faire. Et puis, autre chose, c'est que les ESN, eux, pourront aussi avoir des experts qui pourront faire exactement cette même chose, mais avec des modèles qui sont open source. Ok, voilà, merci. Donc, en fait, il y a tout un monde qui s'ouvre là, un monde d'opportunités. Donc, ça va se jouer. Au niveau de l'intégration. Ça va se jouer là. Et merci Yann. Voilà, donc, où est-ce que vous vous situerez dans tout ça? Je ne sais pas. Après, c'est vrai, il faut dire aussi que ça veut quand même dire que ce sont des opportunités où il faut quand même être assez qualifié pour le faire. Ça demande de la formation. Mais honnêtement, là, aujourd'hui, tout ça n'en est encore qu'à ses balbutiements. Si vous avez le temps, vous avez la capacité, si vous pouvez, n'hésitez pas à former-vous, suivez comment tout ça évolue. Ça n'a pas fini de progresser, mais là, il y a quelque chose qui peut se jouer. Il y a un tournant qui s'opère. Est-ce que c'est un tournant? Franchement, je ne saurais pas si c'est vraiment un tournant, mais il y a... Là, en fait, il y a quelque chose qui se joue là, en fait. Au niveau de l'adoption des IA en entreprise, là. Il y a quelque chose qui se joue là et ça peut être là où vous, justement, vous tirez le meilleur parti de cette transformation qui s'opère là. Voilà. Ben écoute... je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà beaucoup parlé. Je suis encore en pleine réflexion là. Ok. On a déjà beaucoup parlé. Mais merci de nous avoir écoutés. C'était Agathe et Yann. Non, puis pour un peu d'interaction, dites-nous ce que vous pensez de l'intelligence artificielle. Exactement. Qu'est-ce que vous... Non, pas forcément de l'intelligence artificielle, mais en tout cas de cette phase-là, de cette phase d'intégration. Quelle crainte ça suscite en vous? Parce que c'est sûr que je pense que ça va susciter encore plus de crainte chez les gens. Est-ce que vous voyez ça comme une opportunité? Est-ce que vous voyez comment vous pouvez transformer ça en opportunité pour vous aussi? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Nous avons hâte de vous lire.
Et donc, je l'avais déjà dit, c'était Yann et Agathe. Merci de nous avoir écoutés. C'était le Canap. À bientôt. Au revoir.